C'était, disons, cette sorte d'enracinement du modèle républicain dit assimilationniste dans l'espace public. La nouveauté, c'est que ce qui était contenu dans l'espace privé jusqu'à présent, c'est-à-dire la fidélité à des origines, a débordé dans l'espace public. C'est ça la grande nouveauté. C'est-à-dire que ce qui était contenu dans l'espace privé, qui a toujours existé, par parenthèse, que ce soit les Italiens, les Polonais, les Portugais, les Juifs d'Europe centrale, enfin j'en passe et des meilleurs, eh bien cette fois-ci, il y a eu cette sorte de débordement de l'attachement, de l'expression de cet attachement, du vocabulaire, des pratiques, etc., dans l'espace public. Et ça, c'est nouveau pour la société française. C'est quelque chose d'original, de singulier, qui est un défi, bien entendu, nouveau, etc., de ce qu'on a appelé le multiculturalisme, de fait, à l'œuvre dans la société française depuis maintenant 30 ans, 40 ans, de fait. Alors même si on réaffirme les principes, même si on dit il y a les valeurs de la République, il faut les respecter, on fait des séminaires, des colloques, on sort des textes, on sort des livres, on fait des émissions de télévision, tout ce que vous voudrez, le fait est, c'est que dans l'espace public, et j'y insiste, eh bien, le multiculturalisme est à l'œuvre. Il suffit de prendre le métro. Bon, évidemment, si on reste en surface, on le voit peut-être moins, mais si vous descendez dans le métro, vous voyez le multiculturalisme à l'œuvre. C'est pas compliqué. Donc vous avez beau écrire des textes théoriques contre le multiculturalisme, le fait est, c'est que lui continue de se développer dans la pratique. Donc c'est un défi tout à fait nouveau. Et donc l'affrontement, la séparation, naturellement, entre ces deux plus importante communauté d'Europe, comme je viens rapidement de le dire, eh bien, est installée et adossée, par conséquent, à toute cette histoire intérieure sur fond de crise d'un modèle républicain et a débouché, comme vous le savez, avec une rapidité, notamment à travers ce qu'on a appelé les intifadas de 87, 2000, etc., dans les banlieues, dans la séparation, etc., jusqu'à la tragédie que vous connaissez tous, c'est à côté de chez vous, sur l'Hypercacher. C'est inscrit dans l'histoire depuis toujours, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Donc il y a une sorte d'installation dans une guerre de mémoire qui tient à une sorte d'essentialisme historique et religieux. Donc c'est fini, c'est trop tard. C'est fini, donc il n'y a plus grand-chose à faire. C'est une première attitude, disons, et qui se développe, et qui est très importante dans la société française d'aujourd'hui. C'est cette attitude-là qui est majoritaire dans la société française. Et puis il y a une seconde attitude que moi, naturellement, j'essaye de porter, mais de manière très minoritaire, c'est de dire que non, c'est pas irrémédiable et c'est pas trop tard. La preuve, par exemple, c'est l'écho qu'on a rencontré dans ce livre que nous avons dirigé ensemble avec Abdelwahab Meddeb, c'est-à-dire cette histoire, j'allais presque dire ancestrale, entre juifs et musulmans, qui ne peut pas totalement disparaître et s'effacer parce que c'est une histoire de plusieurs siècles. Ce n'est pas une histoire de quelques années, etc. C'est une histoire de plusieurs siècles, à travers la langue, à travers la culture, à travers, disons, la musique, à travers les traditions culinaires, à travers une façon d'être, un rapport au monde, bref, un rapport à l'Orient, au sens large. Et ça ne peut pas s'effacer comme par enchantement, et simplement parce qu'il y a un conflit politique. Et l'écho qu'on a rencontré à la sortie de ce livre, puisqu'on en a vendu 20 000 quand même, en espace d'un an, ce qui est énorme, compte tenu du prix du livre, puisqu'il coûte 60 €, donc c'est quand même pas... c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Or, il y a eu un écho extraordinaire, y compris au Maghreb, puisque je mentionnais tout à l'heure toutes les villes que nous avons traversées, ce qui veut dire qu'il n'y a pas simplement une nostalgie de ce qui a été et qui a disparu, c'est qu'il y a une volonté, disons, de garder ce lien. Il y a une volonté de garder ce lien. Et dans les publics très nombreux à chaque fois, la preuve ce soir qui vient, c'est qu'il y a ceux qui cherchent à comprendre le pourquoi de cette séparation, mais dans le même temps, il y a ceux qui sont confrontés aux questions des nouvelles générations et qui cherchent l'Orient quelque part et qui cherchent l'histoire, qui cherchent une mémoire longue et qui ne peut pas être une mémoire de la durée très courte et de l'affrontement immédiat. Tant qu'il n'y a pas d'installation de ce qu'on appellerait une société civile avec des élites politiques suffisamment identifiables et reconnues comme telles à l'intérieur de la société, alors c'est très difficile d'avoir des plaidoyers sur la République, sur la fraternité, etc. Or, la question, c'est que ça demande du temps. C'est-à-dire que la fabrication des élites intellectuelles, ça ne peut pas obéir à des temps médiatiques. C'est-à-dire du style, je passe au grand journal 4 minutes 30 et le lendemain, je suis le représentant de la communauté en mouvement. Ça ne peut pas exister, ça.
C'est-à-dire que c'est à la faveur, disons, d'un travail très enraciné dans la durée que peuvent émerger des élites culturelles et politiques. Je disais, par exemple, je ne sais plus dans quelle émission, qu'en France aujourd'hui, il n'y a que 4 professeurs d'histoire contemporaine du Maghreb dans toute l'université française. C'est tout. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup, hein. Donc, comment voulez-vous, à partir de ce moment-là, rattraper le retard dans la mesure où il y a des groupes, eux, par contre, qui fonctionnent sur la base de raccourcis, sur la base de l'identité, de ce qu'on appelle l'intégrisme, du fanatisme, etc., qui, eux, fonctionnent de manière immédiate. Hein, ils n'ont pas besoin d'avoir des gens très cultivés. Hein. Bon, c'est un slogan, c'est un mode d'emploi, etc. Or, pour répondre à ce type d'argument extrêmement simple, simpliste, propagandiste, démagogique, etc., il faut être soi-même adossé à une grande culture. Et ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire connaître effectivement l'histoire du Maghreb contemporain, ça signifie connaître l'histoire des acteurs politiques, des programmes, des visées, des réussites et des échecs. Ça signifie aussi connaître le rapport à la France qu'ont pu avoir ces populations à des moments déterminés. Bref, ça implique toute une série, disons, de réflexions et de connaissances et de savoirs qui ne peuvent pas exister simplement à la faveur d'un temps médiatique court. Ce n'est pas possible. Et donc, il faut prendre la mesure de ça. Donc, il faut créer, j'allais presque dire, 50 postes de professeurs d'histoire contemporaine du Maghreb et de l'islam. Alors, si on dit ça aujourd'hui, on dit « Ah là là, il veut introduire l'intégrisme à l'école ». Bon, alors, on ne s'en sort pas. Parce que si ce ne sont pas des laïcs qui connaissent l'histoire du Maghreb contemporain et de l'islam, si ce ne sont pas des, comment dirais-je, des universitaires, des scientifiques, etc., en nombre important, alors eh bien, ce sont les religieux, les intégristes qui, eux, s'en empareront et qui diffuseront ce savoir. Donc la polémique sur, enfin de mon point de vue, hein, sur il ne faut pas du tout apprendre les religions à l'école, c'est complètement... Pour moi, c'est une polémique totalement dépassée. Revaloriser les instituts de formation des maîtres, il faut revaloriser la connaissance, la diffusion de la langue arabe, connaître ce qui s'est passé réellement dans cette histoire sur la longue durée, donc d'où l'intérêt d'un livre comme celui qu'on avait fait avec Abdelwahab Meddeb, etc. C'est-à-dire que c'est tout un travail de longue haleine. C'est-à-dire que la France est confrontée à un défi où, je le disais tout à l'heure, elle a 2 grandes communautés sur son sol. Ben, il faut connaître leur histoire. On peut pas... Vous savez, je me suis un petit peu énervé, je ne sais plus quand à la télé, parce que j'étais fatigué aussi quand je suis rentré d'Algérie. Bon, l'Algérie d'aujourd'hui, il y a 38 millions d'habitants. Bon, il y a des intellectuels, il y a des problèmes, il y a des généraux, il y a de l'autoritarisme, tout ce que vous voudrez, etc. Mais la seule question qu'on vous pose quand vous rentrez d'Algérie, c'est est-ce que Bouteflika parle? C'est tout. Est-ce qu'il marche? C'est tout. Bon, vous avez rencontré des intellectuels, des journalistes, des écrivains, des philosophes, des gens qui se battent, des femmes, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, mais quand vous rentrez ici, la seule chose qui est intéressante, c'est ça, c'est tout. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi? On s'énerve, quoi. Ça, c'est énervant, parce que, d'abord, parce que c'est humiliant pour les gens, disons, qui appartiennent à cette histoire, de tout réduire à ça, quoi. Je veux dire, bon, on les aide pas, on leur met la tête sous l'eau, quoi. Je veux dire, voilà, on vous renvoie à une image absolument dingue de ça, quoi. C'est pas possible d'accepter ça. Et puis, d'autre part, ça veut dire qu'on ne sait rien de cette histoire. Si vous demandez aujourd'hui à quelqu'un de dire, bon, qui est le Premier ministre en Algérie, personne ne le sait. Personne, je ne vous pose pas la question. Hein. Bon, personne ne sait qui est le Premier ministre du Maroc aujourd'hui. Personne. Personne ne le sait. Je veux dire, par contre, si vous allez de l'autre côté de la Méditerranée, bah, tout le monde connaît Manuel Valls, je ne sais pas quoi, j'en sais rien, moi, j'ai déjà oublié, enfin, les ministres, enfin, bon, ils les connaissent, hein, mieux que moi. Je dis, ah bon, il est ministre, celui-là? Moi, je ne sais même pas, moi. Bon. Donc, il y a une inégalité, je veux dire, dans la connaissance et le savoir des uns sur les autres qui ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'au Maghreb, aujourd'hui, il y a 80 millions d'habitants bientôt. C'est une grande force, un marché aussi, gigantesque pour les entreprises françaises. Donc on ne peut pas considérer qu'on va pouvoir rester une puissance économique, y compris sur le plan économique, hein, si on ne sait rien de l'histoire des autres en face. En face, ce n'est pas la Chine, hein, c'est en face. Combien il y a d'habitants à Alger aujourd'hui, personne ne le sait. Combien il y en a à Constantine, personne ne le sait, etc., etc. Enfin, je ne vais pas... on ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut un effort sur la durée
dans la culture, le savoir des autres, parce que c'est de cette manière-là aussi qu'on va pouvoir atténuer les problèmes. Je ne dis pas qu'on va les régler, hein. Je ne dis pas qu'on va tout régler comme ça, parce qu'il y a des fanatiques, il y a des intégristes, il y a des fous furieux qui ne veulent pas de ça. Qui ne veulent pas de ça. C'est-à-dire qu'ils sont dans la guerre, évidemment. Eux, ils sont dans les fossés, l'affrontement, on n'a rien à savoir des uns sur les autres, on s'enferme dans l'intégrisme dans notre propre communauté. Sauf que comment voulez-vous, effectivement, leur répondre si vous ne savez pas, effectivement, à partir d'où ils parlent, comment ils parlent et à partir d'où ils parlent, et quels sont les acteurs qu'on peut identifier dans chacun de ces pays qui eux-mêmes luttent contre eux. Parce que c'est ça aussi le problème. C'est qu'il n'y a pas que les Français tout seuls qui luttent contre l'intégrisme religieux, je ne sais pas quoi. Vous avez plein de gens à l'intérieur de ce qu'on appelle le monde arabo-berbéro-musulman qui ne sont pas du tout d'accord avec tout ça et qui sont dans des stratégies culturelles, qui sont dans des productions théâtrales, qui sortent des livres, qui écrivent de la poésie, bref, dans un univers plus vaste et qui n'est pas simplement, disons, celui du religieux exclusif. Ce n'est pas vrai. Il faut essayer d'encourager l'existence des sociétés civiles. C'est ma position, hein, d'essayer de continuer à s'adosser à l'existence des sociétés civiles. Voilà, je vous remercie.